Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur une journée de défection en chaîne. Moment critique dans la campagne de François Fillon. De nombreux jupéistes ont pris leur distance, mais le candidat s'est présenté comme un combattant tout à l'heure en meeting à Nîmes. Il met en avant le soutien de sa base électorale. Pour combien de temps? C'est en tous les cas un bras de fer inédit qui s'engage. Sur ce sujet, le débat est à suivre avec de nombreux invités en notre compagnie. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron présente son programme. Le candidat d'En Marche décline ses propositions en matière d'emploi, de retraite, d'éducation. Alors, quelle tonalité générale? Et puis cette question, le programme fait-il l'élection? Sur ces thèmes, le match des idées opposera Laurent Bigorne, directeur de l'Institut Montaigne, à Mathias Léridon, président du cabinet Tilder, spécialiste de communication. Enfin, mon invité s'est fait connaître par son travail tenace sur la gestion des finances publiques. René Dosière, député, ancien vice-président de l'Assemblée, publie un livre intitulé « Argent, morale, politique » chez Seuil. Sur ce thème qui percute la campagne, le grand entretien est à suivre tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Vos réactions avec le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes premiers invités, le tour d'horizon de l'actualité du jour, il est signé Stéphane Amalian. Le Parlement européen lève l'immunité parlementaire de Marine Le Pen à la demande du parquet de Nanterre. En cause, une série de tweets publiés en 2015 par la candidate du Front National contenant des images d'exécution et de décapitation imputées à l'État islamique. L'immunité parlementaire est levée pour cette affaire seulement. Les faits qui lui sont reprochés peuvent être punis de 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Europe. Si nous ne faisons pas face tous ensemble, nous ne résoudrons pas nos problèmes. Nous en avons déjà résolu beaucoup au cours des 60 dernières années en Europe. Nous vivons une période de paix, nous sommes solidaires sur de nombreux problèmes et nous faisons de même avec l'agriculture. La politique commune de l'Union européenne la plus réussie, c'est la politique agricole commune. Moi je veux que notre modèle agricole à la fois valorise les territoires, le revenu des agriculteurs, la lutte contre l'accaparement des terres, un modèle qui associe fondamentalement ce qu'est le désir des Français d'avoir une alimentation de qualité et la qualité des productions qui sont celles de notre agriculture, elle ne créera que du désordre. Et la réalité, c'est que dire ok, c'en est fini de la PAC, point barre, tout ça n'est pas sérieux. Économie. C'est une victoire pour les chauffeurs de taxi. La start-up Hitch a été suspendue aujourd'hui pour avoir exercé illégalement la profession. L'application qui met en relation des particuliers a été condamnée à payer une amende de 200 000 €, dont 150 000 avec sursis. Les 2 dirigeants devront dédommager les chauffeurs de taxi qui se sont portés partie civile. Il leur est reproché d'avoir participé à la précarisation et au développement d'un sentiment d'angoisse des taxis. François Fillon. On peut tous avoir eu des interrogations, des doutes, mais le vrai sujet, c'est en 2017, qu'est-ce que vous voulez? Donc aujourd'hui, François Fillon reste votre candidat? Pour moi, c'est évident que nous devons défendre notre candidat et surtout notre programme. Et c'est sans doute là-dessus que je mettrai l'accent. Le plus important, c'est notre programme. Terrorisme. Le groupe Lafarge reconnaît des arrangements inacceptables avec des groupes armés en Syrie. Installé au nord-est d'Alep, le géant du ciment a remis des fonds à des groupes armés en 2013 pour maintenir son activité. Le groupe État islamique aurait profité de ces transferts d'argent. Lafarge, qui a quitté le site en 2014, fait l'objet de poursuites pour financement du terrorisme par des ONG ainsi que par le ministère de l'économie. Et dans l'actualité, état d'urgence pour la droite. La situation est critique. La journée a été marquée par de nombreuses défections. Des responsables jupéistes ont quitté la campagne. La mécanique se grippe. Des élus se mettent également en retrait. Alors comment François Fillon, de plus en plus isolé, peut-il tenir? Il met en avant la base électorale. Il se présente ce soir comme un combattant. Un bras de fer inédit est engagé. On va en parler avec nos invités ce soir. La journaliste et éditorialiste Christelle Bertrand, bonsoir. Nous accompagne également Guillaume Tabar, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef, éditorialiste politique au Figaro. Alain Houpert, bonsoir. Bonsoir. Sénateur Les Républicains de la Côte d'Or. Jean-Daniel Lévy, bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive. Alors, madame, messieurs, avant de parler de tout cela, on va
regardez, suivre le résumé de cette journée marquée par cette cascade de défections. Et puis ce soir, le candidat François Fillon, toujours droit dans ses bottes, le résumé avec Stéphane Amalian. En 48 heures, ils sont près de 60 à s'être désolidarisés du candidat. Parmi eux, des jupéistes et non des moindres. Benoît Apparu, Édouard Philippe ou Gilles Boyer, trésorier de la campagne de la droite. D'autres coups de butoir sont venus ébranler la campagne de François Fillon, comme cet éditorial signé Dominique de Villepin. L'ancien Premier ministre accuse le candidat d'emporter son camp dans une course vers l'abîme. Des maires aussi exigent ce soir le retrait immédiat de François Fillon. Mardi matin, des proches de Nicolas Sarkozy se réuniront pour évoquer l'avenir de la campagne de François Fillon. Enfin, il y a cette manifestation prévue à Paris dimanche pour soutenir l'ancien Premier ministre. Un rassemblement pointé du doigt cet après-midi par François Hollande. Selon lui, aucune manifestation ne peut remettre en cause les institutions, la justice. Alors on va parler en détail de la situation ce soir de la droite, des positions des uns et des autres. Mais d'abord, Alain Houpert, nous vous avions reçu il y a quelques semaines, déjà ici même. Vous étiez le premier avec un autre parlementaire à demander à ce que François Fillon prenne ses responsabilités. Depuis, on le voit, vous êtes rejoint par de nombreux autres responsables et élus qui quittent aujourd'hui la campagne. Malgré tout, est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui de vivre la même journée? Vous connaissez cette journée, la journée sans fin, qui se répète à chaque fois. Vous demandez et le soir même, le candidat vous répond la même chose. Il maintiendra sa candidature. Vous savez, un candidat doit faire de grandeur, part de grandeur. Et il y a de la grandeur à savoir renoncer. Il y a de la grandeur à ne pas penser qu'à sa survie. Vous l'avez dit tout à l'heure, je n'ai pas dévié de ma ligne depuis la révélation des affaires et je n'ai pas attendu que le bateau coule pour sortir de ce navire avec mon ami Georges Fenech. Et je suis très heureux que d'autres parlementaires rejoignent ce mouvement du bon sens, ce mouvement d'élévation. Parce qu'actuellement, la campagne n'est pas une campagne. Nous ne parlons que de ces affaires. Nous ne parlons pas de programme. Même M. Macron, qui sort son programme aujourd'hui, est inaudible. Nous ne parlons que des affaires. Donc il faut s'élever un peu. Et je pense que François Fillon a tort, et je ne sais pas qui sont ses communicants, a tort de se mettre en victime. Parce qu'il n'y a rien de pire en communication que de se mettre en victime ou de persécuter ou d'être un sauveur. Ça s'appelle le triangle de Capman. Donc je pense qu'il fait une erreur de bafouer la justice et de la mettre en exergue et de la rendre responsable de tous les maux. On va parler de l'aspect judiciaire. Vous dites qu'il se pose en victime. Ce soir, c'était un ton beaucoup plus offensif qu'il tenait en meeting à Nîmes. On va l'écouter. Il se pose comme un combattant, dit-il. Mes amis, vous avez devant vous un combattant. Je suis là pour percuter tous les scénarios que certains voudraient écrire à votre place. On m'attaque depuis des semaines, avec une violence sans commune mesure, avec les faits qui me sont reprochés et sur lesquels j'ai répondu point par point. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la machine à broyer, la machine à scoop, la machine à rumeurs s'est mise en marche. Mais je vous le dis, je n'ai pas l'intention de céder. Voilà, la réponse à ce moment T là est claire. Guillaume Tabar, on a l'impression que celui qui détient aujourd'hui la clé de cette situation, c'est bien lui, François Fillon. Et toute la difficulté et le paradoxe, c'est que certains cherchent, comme le dit Alain Houpert, à faire une sorte de putsch, de bon sens peut-être, mais un putsch quand même, mais qu'il faut l'accord de celui qui va être démis. Oui, parce que ça, on avait eu cette conversation déjà la dernière fois. C'est vrai que François Fillon a pour lui la légitimité du résultat des primaires, qu'aucun autre candidat à droite n'a de légitimité plus forte sur ce terrain-là. Ensuite, qu'il a tous les sondages le montrent. Bien sûr, François Fillon a fortement baissé. Encore faut-il rappeler que sa chute était au départ liée aux histoires sur la sécurité sociale, plus que finalement que sur son affaire, sur le Peanut Gate au départ. Mais depuis qu'il est dans la tourmente de cette affaire, il est sur un socle qui est bas, mais qui ne recule pas. Et c'est quelque part assez étonnant que, malgré tout ça, malgré les défections dans son camp, malgré la pression qui ne se relâche pas, il tienne un socle qui est autour de 20-21%. Une fois encore, c'est bas, c'est trop bas pour l'instant pour être qualifié au second tour, mais c'est un socle qui n'est pas nul. Et malgré tout, et c'est là où toute la difficulté politique de la suite, c'est que on voit mal quel autre candidat aujourd'hui à droite pourrait relever le gant
et être capable de réunir un score plus élevé que celui-là. Donc on est dans cette impasse. On voit bien que à chaque défection, la position de François Fillon est un peu plus affaiblie, hein, et que là maintenant on est au-delà de certaines voix individuelles. On est comment par groupes constitués chez Républicains que les départs se font. Bon, et en même temps, comme il n'y a ni accord sur une autre solution, ni même alternative sur le fond, on ne voit pas comment ils vont sortir de cette impasse. Je vais vous laisser réagir un mot quand même sur les sondages et le socle dont parle à raison Guillaume Tabar, Jean-Daniel Lévy. Il est vrai que ce socle, ce noyau dur, il est là, il s'est peut-être effrité, mais il résiste toujours. Mais ce que dit Alain Houpert, c'est qu'il vise la victoire. La droite espérait, et c'était une victoire qui était presque acquise. Aujourd'hui, avec ce score-là, ce candidat, pour le moment, même s'il maintient son noyau, la victoire semble vraiment... La victoire semble plus hypothétique aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a encore quelques semaines. Le changement le plus important, et c'est dans le cadre d'une enquête qu'on vient de réaliser avec Atlantico et RMC, c'est que les électeurs de droite n'y croient plus. Et que jusqu'à présent, ils disaient on n'est pas forcément entièrement convaincu par les différents propos qui sont tenus par François Fillon. Il faut peut-être penser à un plan B, mais il n'y a pas non plus d'accord majoritaire de la part des Français. Il n'y avait pas un candidat, voire Alain Juppé, qui ressortait comme étant le candidat de substitution naturelle. Mais surtout, il disait, de toute façon, a priori, quels que soient les reproches que l'on peut effectuer à l'égard de François Fillon, il devrait gagner la prochaine élection présidentielle. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ça n'est plus le cas parce que non seulement il y a la perception qu'Emmanuel Macron arrive à occuper un espace et que c'est un candidat sérieux pour être présent au deuxième tour, et puis c'est également la perception également qu'il y a une forme de désaffection généralisée à l'égard de François Fillon, et alors même que dans le cadre de cette enquête, on n'avait pas encore parlé et entendu parler, en tout cas à cette hauteur-là, des défections dans l'entourage de François Fillon, la perception qu'il n'y avait plus de dynamique et d'orientation et que, comme vous l'avez indiqué, on ne parlait que des affaires et qu'il n'y avait aucun débat politique, ou en tout cas débat qui était ce sur quoi François Fillon apparaissait comme étant relativement fort aux yeux justement de cet électorat. Donc on est face à des électeurs qui sont des électeurs à droite, qui ne croient plus aujourd'hui véritablement dans la victoire de leur champion. Alors ça, c'est un élément important que vous nous donnez aussi en fonction des enquêtes et des dynamiques avec toute la précaution qu'il faut. Christelle Bertrand, à partir de là, de toutes ces données dont on va parler, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une impasse, comme l'a dit Guillaume Tabar, et un bras de fer inédit, mais vraiment inédit, sous la Ve République, entre une partie de sa famille politique et un candidat qui reste quand même avec, on en parlera, quelques soutiens de poids encore autour de lui qui n'ont pas quitté le navire? On peut noter quand même la force de caractère de François Fillon dans cette affaire. Le discours de ce soir est là pour le prouver. Lors de sa conférence de presse, il a cette phrase quand même inédite en politique, je ne me rendrai pas. On a l'impression d'être un peu dans un western. Et on a un peu oublié ce François Fillon qui s'était révélé lors de la guerre Copé-Fillon, qui avait déclaré être élu président de l'UMP à l'époque, avant la déclaration officielle des résultats, qui a fait un bras de fer avec un Jean-François Copé, lui aussi extrêmement pugnace, qui a créé son groupe, son propre groupe à l'Assemblée nationale. Finalement, c'est ce François Fillon qu'on retrouve là. Vous voulez dire ce caractère jusqu'au boutiste, on aurait pu déjà le déceler à ce moment-là. Absolument. Et qui, d'après ce qui nous est rapporté aujourd'hui, écoute peu son entourage, n'écoute presque plus son entourage, qui lui dit peut-être il faut réfléchir à passer le flambeau à quelqu'un qui aurait plus de chances de l'emporter. Et qui continue dans une espèce de fuite en avant, dirait-on, même si effectivement Guillaume a raison. Est-ce qu'il y a un meilleur candidat aujourd'hui? La question reste ouverte. Mais en tous les cas, on voit bien que au sein de la famille des Républicains, plusieurs questions se posent. D'abord, certains disent on n'entend plus, effectivement, on ne peut plus parler de programme. Il ne peut plus défendre nos idées. Il y a cette question de la parole donnée qui n'est pas respectée et qui a choqué énormément d'élus. Ils disent, voilà, il y a 15 jours, il nous dit, si je suis mise en examen, je n'irai pas. Finalement, il continue. Et surtout, je pense, dernier marqueur important, cette manifestation, l'appel à cette manifestation dimanche contre les juges, contre l'institution judiciaire. Et là, effectivement, certains élus disent, on est en train de toucher à un des piliers essentiels de la démocratie, comme lorsque François Fillon fait siffler les journalistes. Pas mal d'élus sont choqués aussi par cette attitude-là. Et je crois que la rupture est une addition de ces trois éléments-là,
plus que de savoir s'il est réellement coupable ou pas coupable. Ce sont ces trois choses-là. Oui, une édition avec cet élément important que vous citez, c'est ce rassemblement, cette manifestation vue pour dimanche. Alain Houpert, on sait que plusieurs responsables ne vont pas s'y rendre. Pour vous, il y a vraiment, j'allais dire, une sorte de danger, parce qu'on ne connaît pas le mot d'ordre. François Fillon ne l'a pas lui-même explicité ni précisé ce soir lors de son meeting. Ça vous apparaît comme assez inédit et inquiétant ? Il y a un danger parce que un candidat ou un futur président, c'est un homme d'État. Et il ne doit pas bafouer les institutions de la République, et en particulier la justice. Et j'ai peur qu'on crie dans cette manifestation mort au juge. Et je pense que, et je sais que beaucoup de mes collègues parlementaires n'iront pas, parce qu'on ne veut pas tomber dans ce... En même temps, vous faites confiance, j'allais dire, au peuple de droite, aux partisans. Ce sont vos militants aussi qui vont être dans la rue. Ils ont le droit bien de soutenir leur candidat. Tout à l'heure, Guillaume Tabar parlait de la légitimité de la primaire. La primaire, c'était une belle victoire puisque c'était la primaire de l'union de la droite et du centre. Mais actuellement, cette légitimité n'existe plus puisque le centre est parti. Beaucoup de candidats, les Le Mery sont partis, donc la légitimité n'est plus là. Et cette primaire a été gagnée sur le sceau de l'exemplarité et il a utilisé sa virginité judiciaire contre Nicolas Sarkozy. Et l'exemplarité n'est plus là. Et donc le candidat de l'alternance a implosé. J'ai le sentiment que François Fillon est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, isolé, bunkérisé. Bunkérisé, se replie dans son bunker. Et c'est une bataille de légitimité. Lui, il dit qu'il l'a, vous dites qu'il ne l'a plus. À partir de quel moment, c'est quelque chose qui est quand même assez intangible, la légitimité, Guillaume Tabar, à partir de quel moment on l'a ou on ne l'a plus? Écoutez, je pense qu'il y avait deux facteurs qui permettaient à François Fillon de tenir. Le premier, c'était, on l'a dit tout à l'heure, cette résistance d'une grande partie de l'électorat de droite. Et deux, c'était malgré tout, et quelles que soient les arrière-pensées, etc., l'unité de son camp derrière lui. On voit bien que ce second point est en train de voler en éclats, puisque l'unité, elle n'est plus là. Les centristes, vous l'avez dit, sont partis, même si, par parenthèse, l'UDI n'était pas partie prenante de la primaire. L'UDI avait ensuite décidé de négocier le candidat désigné par la primaire, mais n'était pas dans la primaire. Mais ça, c'est vrai que c'est un peu un détail. En tout cas, il n'y a plus l'unité politique de la droite et du centre derrière François Fillon. Il perd ce volet-là. Il lui reste l'autre. Hein. Là encore, vous voyez, les fameux rollings qu'on a au jour le jour, jusqu'à ce soir, montraient que François Fillon ne baissait pas. Alors, ils n'ont pas encore enregistré tout l'impact de la crise d'hier, donc il faudra attendre ceux du début de la semaine prochaine. Bon. Mais si jamais, dans les sondages, il ne baisse pas, il pourra toujours brandir cette forme de légitimité-là. Si en revanche, on constatait une baisse et même un effondrement dans les sondages, pour le coup, il perdrait le deuxième pilier qui lui permet de tenir. Et là, ça deviendrait pour le coup très très difficile pour lui de continuer. On va parler de ces dynamiques, mais on sent bien, encore un mot quand même là-dessus, Alain Houpert, qu'il y a quelque chose qui semble bloquer, figer les choses. Que se passe-t-il autour et chez d'ailleurs Nicolas Sarkozy? Je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais vous êtes sénateur sarkozyste, vous l'aviez soutenu avant de rejoindre évidemment François Fillon. C'est le jeu de la primaire. On parle de lui comme d'un soutien et d'un barrage à toute autre candidature, et en particulier à celle d'Alain Juppé. Nicolas Sarkozy omniprésent comme une sorte de marionnettiste en cette période. Est-ce que c'est le cas? Je pense que Nicolas Sarkozy s'est mis en retrait et je ne pense pas que Nicolas Sarkozy tire les ficelles de quoi que ce soit. Ils sont vus quand même. Je pense que si il s'exprimerait, et il ne s'est pas exprimé. Vous parliez tout à l'heure du socle. Le socle... Non, mais juste encore un dernier point sur Nicolas Sarkozy, c'est quand même important. Je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement que vous allez sûrement contredire. Et c'est vrai que c'est un raisonnement assez parfois tiré par les cheveux, comme on le dit, mais certains disent qu'il soutient François Fillon jusqu'au bout pour une éventuelle défaite, avec une probable élection d'Emmanuel Macron, qui n'aurait donc peut-être pas une majorité législative et qu'il souhaiterait une cohabitation. Voilà, pour dérouler tout le scénario, qui est une hypothèse parmi tant d'autres. C'est un vaudeville. C'est un scénario catastrophe et Nicolas Sarkozy est un homme d'État, un homme responsable, et je n'imagine pas qu'il puisse penser le dixième de ce que vous venez de dire. C'est une question, je pose. Je pense qu'on prête des paroles à Nicolas Sarkozy et on lui fait dire ce qu'il n'a pas dit et ce qu'il n'a pas envie de dire. Si je peux me permettre de compléter, on nous dit ce soir qu'il aurait fait passer des messages disant qu'il ne s'opposerait pas à une candidature d'Alain Juppé. Le message est sibyllin, mais... Ou d'un autre. Ou d'un autre.
Malgré les présences ce soir de Luc Châtel ou d'Éric Ciotti aussi auprès du candidat François Fillon, enfin on ne va pas compter les soutiens. Chacun son choix. Des uns et des autres, mais parlons d'Alain Juppé, puisque c'est une des alternatives possibles. Est-ce que vous êtes en train d'étudier ce genre de possibilités en ce moment, Jean-Daniel Lévy? Ce serait presque une faute professionnelle de ne pas le faire. Donc, oui, on regarde. Ce qu'on peut voir, c'est plusieurs choses. C'est que déjà, d'un point de vue de confiance ou de popularité, Alain Juppé a toujours un socle qui est un socle assez important, qui fait qu'il arrive à recueillir une forme d'assentiment assez fort de la part des Français et même de la part des sympathisants de droite. Et en même temps, quand on regarde les différentes hypothèses et quand on essaye d'explorer les aspects en matière de plan B, il n'y a pas aujourd'hui un score manifeste qui est promis à Alain Juppé si jamais il devait, demain, du jour au lendemain, remplacer François Fillon. Il y a peut-être deux types d'explications à cela. Le premier type d'explication, c'est qu'on n'est pas dans un moment où il y a la perception de la part des Français, notamment de la part des électeurs, que si jamais ça devait se faire, ça se ferait de manière sereine. Et que ça ne se passerait pas de manière à ce qu'il y ait une forme de passage de relais entre François Fillon et Alain Juppé. Si jamais ça devait se passer comme ça, peut-être que la nature des choses serait un peu bousculée. Puis le deuxième aspect, il y a une injonction terriblement contradictoire chez les Français. D'un côté, ils disent aux responsables politiques, mais vous faites tout pour accéder au pouvoir et vous voulez absolument y accéder. Et en même temps, quand on ne donne pas le sentiment justement de tout faire pour pouvoir y accéder, ça décrédibilise un peu la candidature en tant que telle. Et là, les différents messages qui ont été émis par Alain Juppé depuis non seulement sa défaite, mais également depuis quelques semaines en indiquant non, je n'y vais pas, en envoyant, si je ne me trompe pas, un message en disant 3 fois non, je n'irai pas, donne pas le sentiment qu'il a absolument, ou qu'il crée de lui-même toutes les conditions pour pouvoir parvenir à prendre la relève et aller aux responsabilités. Être président de la République, comme être élu d'une manière générale, les Français peuvent les regarder, mais peuvent en même temps avoir conscience que c'est quand même loin d'être une activité qui est une activité reposante, que ça demande une implication qui est une implication véritable, et que si on n'a pas ces petits besoins ou cette nécessité qui est chevillée au corps, c'est pas forcément un motif pour pouvoir voter ou pour pouvoir se prononcer en faveur d'un candidat. C'est le cas, Guillaume Tabar. Alain Juppé est trop en train d'attendre qu'on lui dise de venir, et trop en train d'attendre qu'on lui dise on a besoin de toi, homme d'État, alors qu'il devrait lui-même, j'allais dire, se saisir. D'une part, et heureusement, il reste dans la politique un côté humain, psychologique important. Et il ne faut quand même pas oublier que Alain Juppé, pendant 10 mois, pendant 2 ans quasiment, s'est vu président de la République. Il était élu, tous les sondages le disaient, personne n'en doutait. Il a eu une défaite très lourde qui l'a marqué, et on comprend que sont marqués. Donc il a déjà dû faire le deuil de cette guerre. Bon, c'était pas évident. Et au moment où il finit par faire ce deuil, on le remet face à une possibilité de candidature. Voilà, il faut comprendre, même une mécanique bien huilée, autrefois Juppé on le surnommait Amstrad, tout ça. mais même Juppé n'est pas un ordinateur, et c'est pas évident d'être dans la peau du vainqueur, puis du type qui termine sa carrière, et du type qui finalement est rappelé comme recours éventuel. Ensuite, c'est vrai que il y a un piège, que si les conditions d'une passation, comme le disait Jean-Daniel, ne sont pas apaisées, bon courage au candidat qui relèvera le gant. Donc avant de reprendre une campagne qui aujourd'hui ne serait pas une campagne de favoris, Alain Juppé voudrait au minimum que les conditions soient remplies pour qu'il soit accédé par tout le monde. C'est pour ça qu'il fait du préalable le fait que François Fillon, de manière claire, acte, comme on dit, son retrait de la compétition. Ça, c'est très important. Il y a cette condition sine qua non, et il y a ce que vous dites, et vous rejoignez Jean-Daniel Lévy, il n'y a pas de score manifeste pour Alain Juppé s'il devait être un plan B. Ça, c'est quand même un élément très important, Christelle Bertrand. Ce n'est pas un chemin de rose pour le candidat, parce que parfois, dans les commentaires de nous-mêmes, des journalistes, on a l'impression, un candidat, on le remplace par un autre candidat, et voilà, magie, il va pouvoir gagner, parce que la droite doit gagner cette fois-ci. C'est bien pour ça qu'il attend un soutien massif des élus, des cadres républicains, des centristes, des électeurs. Il lui faut absolument rassembler effectivement tous ces gens-là, être poussé par cet élan-là pour espérer faire un score qui soit supérieur à celui d'un François Fillon qui a été élu à l'issue d'une primaire qui a rassemblé plus de 4 millions d'électeurs. Il faut absolument qu'il bénéficie de cette légitimité-là pour pouvoir remplacer un François Fillon qui a la légitimité des urnes. Et puis imaginez que François Fillon, si Alain Juppé se présentait alors que lui-même
que François Fillon n'a pas passé le flambeau. Imaginez que François Fillon se maintienne. C'est absolument dramatique pour la droite. Et c'est lui qui passerait pour celui qui a divisé la famille, qui a mis le coup de pied final. Donc il ne peut pas se permettre ça. Maintenant, il est passé quand même à une vitesse supérieure. La démission de ses proches n'a sans doute pas été faite sans son consentement. On voit Gilles Boyer, dont il est encore extrêmement proche, qui a annoncé sa démission au milieu d'après-midi. Tout ça sont quand même des marqueurs forts, des symboles qui démontrent que cette fois-ci, il est peut-être prêt à y aller, qu'il n'est plus dans la même position qu'il y a 15 jours. Il a dit non, jamais, pas de ça, je reste à Bordeaux, maintenant c'est bien fini. Ses proches ne s'expriment pas sans son accord, ça me paraît évident. Alain Houpert, quelles sont vos actions dans les prochains jours? Est-ce que vous essayez de préparer ce que disent là tous mes confrères? Est-ce que vous essayez de préparer justement cette situation, cette presque tremplin pour Alain Juppé? Moi, j'aimerais inciter à ce qu'on sorte des calculs et des stratagèmes. On est en train de nous faire croire que, puisque les juges s'attaquent à la personne de François Fillon, ils s'attaquent aux valeurs de la droite. Et est-ce que François Fillon est le seul à représenter les valeurs de la droite? Souvenez-vous, en 1974, Giscard d'Estaing qui dit... Je m'en souviens parce que vous me le dites. Oui, à François Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Eh bien, François Fillon n'a pas le monopole des valeurs de la droite. Et nous avons énormément de talents chez nous. J'invite les talents de la droite, Laurent Wauquiez, François Baroin, Xavier Bertrand, Alain Juppé, justement, à s'approprier ces valeurs de la droite. Mais pardonnez-moi, vous ouvrez la boîte de Pandore. Si vous les appelez tous là à y aller, il vous reste. Quand vous ouvrez la boîte de Pandore, il reste l'espérance. N'est-ce pas? Donc j'espère. Vous espérez aussi, vous nous l'avez dit tout à l'heure, que le rassemblement de dimanche se passe bien, qu'il n'y ait pas un mot d'ordre agressif ni dirigé vers les juges. On va écouter ce qu'en a dit le président de la République, qui est intervenu plusieurs fois ces derniers jours. On l'écoute sur ce sujet. Il ne peut pas y avoir de manifestations dans notre pays, dans notre République, qui puissent mettre en cause les institutions, la justice ou le travail de la police dans le cadre des enquêtes dont elle a la charge. Donc j'appelle maintenant à la responsabilité. Parce que ce n'est plus acceptable. Il y a dans notre République des principes et des valeurs. Et chacun, à commencer par les candidats ou candidates, doivent s'y soumettre. Guillaume Tabar, bien sûr, c'est le rôle du chef de l'État, quel qu'il soit, mais quand même, on ne peut pas se permettre de ne pas rappeler ce qu'on a tous lu dans le livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme sur ce qu'a dit, parce qu'aurait dit, ce qu'a dit François Hollande, c'était rapporté ainsi sur les magistrats eux-mêmes, parlant de leur lâcheté. Il est traité de lâche. On le dit au passage, mais enfin tout ça, c'est pour ça que là, François Hollande là, qui se met dans une posture de gardien d'institution, je veux dire que j'ose pas dire hérésie parce que le sujet ne l'est pas, mais la manœuvre est un peu lourde. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est que on se demande ce qu'il recherche vraiment, parce que honnêtement, que François Hollande, qui était quand même celui contre qui devait se faire cette élection présidentielle, on a quand même oublié, et qui, malgré son retrait, n'a pas retrouvé le soutien des Français, le fait qu'il remonte là-dedans est plutôt de nature à remobiliser un électorat de droite qui n'a pas envie de se laisser dicter sa conduite par François Hollande. Donc, indirectement, c'est presque un service que François Hollande rend à François Fillon. Partagez cette analyse. Ce serait bien qu'il se taise. Bon, on va parler quand même du risque, c'est assez grave et important, parce que une grande partie des élus de votre famille, en tous les cas, s'en inquiètent du risque de ce rassemblement, une manifestation qui est décrite, Jean-Daniel Lévy, peut-être comme factieuse, contre les juges ou contre d'autres pouvoirs ou autorités. Je ne sais pas si vous testez cela dans vos enquêtes, mais cet argument du suffrage universel, de l'opinion contre les juges, est-ce que cela peut porter? Est-ce que cette stratégie sur laquelle repose pour l'instant la campagne, une partie de la campagne de François Fillon, infuse en ce moment? On se méfie, on fait très attention lorsqu'on pose des questions justement à ne pas faire en sorte que l'opinion entre dans les prétoires. Mais on regarde des arguments qui peuvent être évoqués de la part de différents responsables politiques. On a testé notamment l'argument qui est l'argument de l'assassinat politique qui avait été porté par François Fillon, et puis également l'argument selon lequel il ne serait pas injusticiable comme les autres, en tout cas qu'il ne serait pas traité comme étant injusticiable comme les autres. Ce qui est assez frappant, c'est que d'une part, les Français n'apportent aucun crédit à ces deux propos, et quand on regarde les sympathisants de droite et du centre,
ils ne sont pas forcément extrêmement derrière le candidat François Fillon. Lorsqu'il prend ces deux exemples-là, on a, pour faire vite, une personne sur deux simplement parmi les électeurs, notamment républicains, qui sont d'accord avec ces deux propos et qui sont tenus par François Fillon. On peut d'ailleurs rappeler que c'était plus des propos qui, en général, étaient portés par le passé par Nicolas Sarkozy, que c'est un des points qui avait été un des points de démarcation, et qui, même en termes de public, était beaucoup plus approprié par des personnes qui étaient issues des catégories populaires plutôt que des catégories supérieures, alors qu'aujourd'hui, l'électorat de François Fillon est plutôt catégorie supérieure, donc prompt, d'une manière générale, à dire que il y a certains aspects sur lesquels il ne faut pas toucher, et notamment les aspects qui peuvent être les aspects d'organisation, de gestion, voire de séparation des pouvoirs, apparaissent comme étant assez importants. Ça explique pourquoi aujourd'hui, ces arguments-là n'emportent pas complètement la décision de la part de l'électorat de la droite et du centre, et a fortiori l'électorat républicain. Une question et peut-être un trouble au sein de votre électorat. Là, au peur, certains se disent, mais que n'avez-vous pas dit tout cela quand il y avait des attaques contre la justice lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy? Il y en a eu, peut-être pas aussi violentes que celle-ci, mais il y en a eu, on peut les citer. D'ailleurs, je les ai un petit peu listées. Est-ce que c'est aujourd'hui, avec François Fillon, qu'on découvre qu'il ne faut pas attaquer les juges? Je pense que c'est une erreur d'attaquer les juges. Vous parlez de Nicolas Sarkozy qui avait des problèmes avec la justice, mais ce n'était pas le seul argument de ses discours. Actuellement, le seul argument de la campagne de François Fillon, c'est son combat contre les juges. C'est totalement différent. L'histoire repasse peut-être les plats, mais les temps changent. Vous parlez de la campagne, Guillaume Tabar, Christelle Bertrand. Comment maintenant, techniquement, il va, continuer à faire campagne? Je ne parle pas des éventuels bruits de casserole ou des manifestants rassemblés. On parle techniquement de son staff, puisqu'à part les élus dont on a parlé, les responsables politiques, il y a vraiment l'armée de l'ombre d'une campagne qui est partie. Comment est-ce qu'il va pouvoir gérer tout cela? Est-ce qu'il va pouvoir faire tout sans eux? Oui, alors ça dit, on parle de départ parce qu'ils sont spectaculaires, ils sont politiquement du sens. Bon, mais une campagne, c'est bien d'autres personnes. Et ceux qui sont partis, c'est ceux qui étaient le fruit d'une réconciliation de toute la droite au lendemain de la primaire. Voilà, donc cet organigramme, il était avant tout le reflet d'un équilibre politique au sein des Républicains, plus qu'un impératif de fonctionnement. Bon, et il y a heureusement pour François Fillon et pour les partis encore assez de ressources humaines pour faire tourner la logistique, parce que la campagne, bien sûr, il y a des voix politiques qui s'expriment, et c'est important, et le débat se fait là-dessus. Mais pour réserver des salles, imprimer des affiches, faire un planning de meeting, il y a quand même des équipes qui restent en place. Je vais réagir à ça. Juste encore une question, Guillaume Tabar. Si vous avez une information sur la participation, dit-on notamment de Sens commun au rassemblement de dimanche en soutien de François Fillon, est-ce que c'est acté? C'est clair que tous les opposants aujourd'hui de François Fillon, et notamment les jupéistes, veulent agiter une sorte d'épouvantail de Sens commun pour enfermer François Fillon dans un positionnement supposé réactionnaire. La vérité, c'est que Sens commun a un réseau important. Je ne peux pas oublier que la manif pour tous a quand même été des manifs importantes en termes numériques. Donc oui, il y a des réseaux. Et oui, ce carré-là fait partie des derniers qui soutiennent encore fortement François Fillon. Donc on ne va pas leur reprocher de défendre le candidat qu'ils veulent soutenir. Voilà, mais c'est ma connaissance, il y a eu non seulement un versement d'argent, mais même l'organisation du meeting ne leur est pas confiée. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a une grande part de manipulation pour essayer de discréditer le meeting de dimanche. La question sur les entourages, effectivement, je pense que les personnes qui ont démissionné aujourd'hui ne vont pas lui manquer de façon importante, puisqu'ils étaient surtout là pour prouver qu'il avait réussi à réunir la famille sarkozyste, juppéiste et proche de Bruno Le Maire. La question qui se pose, c'est que si Alain Juppé n'y va pas, que vont faire tous ces gens-là, ces élus? Vers qui vont-ils se tourner? Est-ce qu'ils vont apporter du coup leur soutien à Emmanuel Macron? On voit bien que certains proches, l'état des choses. Certains proches de Bruno Le Maire travaillent déjà. L'ancien directeur de campagne Jérôme Grandénon de Bruno Le Maire travaille aujourd'hui auprès d'Emmanuel Macron. Donc est-ce que tous ces élus-là, on voit bien que certains UDI sont aussi en train de se rapprocher d'Emmanuel Macron. Donc que va-t-il se passer si Alain Juppé n'est pas en capacité de se présenter, c'est-à-dire si François Fillon ne passe pas le flambeau, pour dire les choses clairement? À mon avis, une partie des centristes et
des élus républicains proches d'Alain Juppé vont se rapprocher d'Emmanuel Macron, c'est possible. C'est donc vraiment le moment critique et paroxystique, Alain Hoppert, parce qu'on pourrait se dire qu'on va se revoir dans une semaine ou 2 semaines, comme on l'a fait déjà il y a 2 semaines, pour reparler. Oui, c'est toujours avec plaisir, mais je vous trouverai dans une situation encore plus compliquée, en tous les cas votre famille politique, certainement. Ce socle dont on parlait, ces gens qui vont toujours voter, ce socle de droite est en train de s'effriter. Et ça, c'est grave parce que l'élection présidentielle, c'est l'élection où il y a le moins d'abstention. Il n'y a que 20% d'abstention. Donc ça veut dire que les gens qui ne font pas partie du socle vont aller voter. Donc le socle, qui est à peut-être 15% dans une élection régionale ou cantonale ou municipale, il va être plus bas parce qu'il y aura une proportion beaucoup plus faible grâce à la participation. Excusez-moi, oui, allez-y. Belle musique. Non, pas du tout, ça s'est déclenché seul. Mais je voulais vérifier une chose par rapport à ce que vous disiez, Guillaume Tabar, par rapport à Sens commun, et de savoir vraiment, Jean-Noël Lévy, si ça ne peut pas créer un trouble, vraiment, la participation de Sens commun au rassemblement pour François Fillon. Évidemment qu'il y a un soutien, et tout le monde peut soutenir un candidat, mais par rapport aux autres militants et sympathisants, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un doute? Ça dépend de la manière dont ça sera mis en avant dans le cadre de... soit de l'organisation, soit la gestion même de l'ensemble d'ailleurs d'un rassemblement ou d'une manifestation. Les termes ont pu évoluer au cours du temps sans qu'il y ait effectivement de mot d'ordre qui soit de mot d'ordre extrêmement précis. Logistiquement, on a pu voir que dans le cadre de la campagne déjà de François Fillon, il y avait un appui de Sens commun et que ça ne lui avait pas porté préjudice en tant que tel. Et que quand même, ça avait été mis en avant en fin de campagne, ça ne lui avait pas posé un souci de manière majeure. Est-ce qu'il s'agira d'une dimension qui sera une dimension technique, entre guillemets, ou plutôt d'une perception qui sera une perception politique? Si c'est une organisation technique, à mon avis, ça ne posera pas de souci de manière générale aux yeux de l'ensemble des électeurs de droite. Si au contraire, on a la perception que ça devient une dimension politique qui permet de marquer les enjeux de cette manifestation, de ce rassemblement, là, effectivement, ça risque de réduire un peu la vision, ou en tout cas la manière du sens qui peut être donné à ce rassemblement. Encore une fois, avec aujourd'hui un mot d'ordre dont personne n'est capable de pouvoir résumer en un mot ou une phrase. Donc il y a quand même peut-être intérêt pour François Fillon à arriver à clarifier et à dire quel est l'objectif précis de ce rassemblement. Il ne l'a pas fait encore ce soir. Guillaume Tabar, pour conclure, vraiment on le dit souvent, mais les prochaines heures, les prochains jours sont déterminants parce que tout est possible dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Oui, et je pense que le nombre de personnes qui seront présentes dimanche sera un facteur important. S'il y a une sorte de levée du peuple de droite, en tout cas symboliquement forte, ça peut l'aider à passer le cap. Si c'est un flop, là ça sera compliqué. Eh bien, nous le verrons. Nous verrons aussi si ce rassemblement est maintenu et ce qui peut se passer entre-temps. Merci pour ce débat et cette analyse. Et pendant ce temps, que se passe-t-il? Eh bien, Emmanuel Macron a présenté son programme. Le candidat d'En Marche décline ses propositions. Alors, quelle tonalité générale? Et puis, quel sera le poids des projets dans cette campagne? Le programme fait-il l'élection? Sur ce sujet, le match des idées va opposer dans quelques instants Laurent Bigorne, directeur de l'Institut Montaigne, à Mathias Léridon, président du cabinet Tilder. A tout de suite, on vous attend. Comment le vade-mecum de la communication de crise peut-il se décliner quand la crise ne passe pas? Comment tenter de rebondir en pleine campagne présidentielle? De l'agressivité à la victimisation? Quelles sont les stratégies choisies par François Fillon, mais aussi par Marine Le Pen, ainsi que Jacques Chirac, qui en 2002 était sommé lui aussi de s'expliquer en pleine campagne présidentielle? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, des candidats en crise. Déshabillons-les, samedi à 15h sur Public Sénat. Sacs, chaussures, ceintures. Peu importe les prix exorbitants, les peaux de python font fureur dans les boutiques occidentales. Mais les critiques quant aux conditions de chasse, d'abattage et au salaire dérisoire des petites mains du secteur sont de plus en plus présentes. Les dessous de la mondialisation, samedi à 21h30 sur Public Sénat.
Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, bien sûr. C'est votre émission On va plus loin pour évoquer à présent le projet d'Emmanuel Macron et nous poser cette question également. Est-ce que le programme fait l'élection? C'est le candidat d'En Marche lui-même qui avait dit que le projet n'était pas forcément au cœur de la campagne présidentielle. Alors qu'en est-il vraiment? On va en parler avec nos invités ce soir. Laurent Bigande, bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'Institut Montaigne, bienvenue à vous. Face à vous et avec nous, Mathias Léridon, bonsoir. Bonsoir. Président du cabinet Tilder, spécialiste de communication. Alors messieurs, d'abord, on va résumer cette journée autour d'Emmanuel Macron et les grandes lignes de son projet présentées, résumées par Sandra Cerquera. Emmanuel Macron dit vouloir transformer la société. Il voit 6 chantiers à lancer en un quinquennat. On y retrouve des propositions plus ou moins audacieuses. En économie, il souhaite la création d'un système de revenus de retraite universel. Fini les régimes spéciaux. La création aussi d'emplois francs dans les quartiers en difficulté, avec une prime de 15 000 € pour toute embauche en CDI. Lui, président, 80% des ménages seraient exonérés de la taxe d'habitation. C'est un impôt qui est payé indépendamment du revenu, excepté pour les plus modestes d'entre nous qui sont aujourd'hui exonérés, mais qui, lorsqu'on gagne 1 ou 2 SMIC, est le même que lorsqu'on gagne 5 ou 6 SMIC. Il n'est donc pas juste. Dans les entreprises, Emmanuel Macron veut revenir à la défiscalisation des heures supplémentaires, chère à Nicolas Sarkozy, et souhaite la suppression des allocations chômage après 2 refus d'offres d'emploi. Pour l'école, l'autonomie des écoles et des universités et l'interdiction du portable à la primaire et au collège. En matière de sécurité, Emmanuel Macron parle de tolérance zéro et compte créer 10 000 postes de policiers et gendarmes, 15 000 places de prison supplémentaires. Enfin, Emmanuel Macron promet de moraliser la vie publique en interdisant qu'on emploie un proche ou un membre de sa famille, la fin du régime spécial pour députés et sénateurs et leur nombre réduit d'1 tiers. Voilà, selon vous, quelle tonalité générale Laurent Bigorne propose ce candidat? Quel type de contrat global? On reste dans la tonalité qu'il a toujours énoncée. Alors, il l'a dit un jour peut-être de façon maladroite, ni droite ni gauche. Moi j'ai envie de dire ce soir, et de droite et de gauche. Et ça n'est pas une nouveauté pour ceux qui nous regardent et qui suivent la campagne. Je pense que sa tonalité depuis le début. Il faut voir maintenant comment le programme va être perçu, ressenti, acheté par une partie du corps électoral qui en ce moment, par ailleurs, a un peu de mal à se positionner puisque d'une certaine façon, de l'autre côté, chez les Républicains, il y a un programme, mais le programme s'est effacé derrière le candidat et c'est même le candidat qui est en train un peu de s'effacer en ce moment. Donc il va être difficile de voir comment tout ça sera perçu et en fonction de quel ressort. Est-ce que c'est les affaires judiciaires d'un côté? Est-ce que c'est la qualité du programme? Il va falloir un tout petit peu de temps pour voir comment les choses se décantent, quels sont les ralliements d'ailleurs que ce programme suscite. Et puis, il va falloir aussi passer assez rapidement à une autre phase. C'est avec quelle majorité on peut gouverner sur la base d'un tel programme. Question cruciale pour Emmanuel Macron, mais d'abord Mathias Léridon, même question. Et puis aussi, j'ajouterais, vous vous souvenez du titre du livre d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est vraiment la révolution? Je crois que d'abord, l'élection présidentielle sous la Ve République, c'est un moment un peu hegelien. C'est une rencontre entre un homme, une situation politique, sociale, économique, et à un moment donné, un programme, si tant est qu'il existe. Le problème, c'est que cette rencontre, c'est pas que du rationnel, c'est pas que de l'information. Donc le programme d'Emmanuel Macron, il y a des tas de mesures, mais la réalité, c'est qu'est-ce qu'on en retient? C'est quoi cette émotion première que l'électeur va ressentir dans cette élection présidentielle? Pour Benoît Hamon, c'est très clair. C'est le revenu universel, c'est le fait que la dette écologique est beaucoup plus importante que la dette budgétaire. La réalité, c'est que pour Emmanuel Macron, son enjeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait une mesure qui symbolise l'ensemble de son positionnement politique. Et comme le disait Laurent, c'est très difficile parce que son programme aujourd'hui, il y a des mesures de gauche et il y a des mesures de droite. Donc il y a des mesures qui nous font souvenir à un certain Nicolas Sarkozy, la défiscalisation des heures supplémentaires. Et puis il y a des mesures de gauche, notamment sur l'école. Donc c'est compliqué parce que, en fait, dans la Ve République, cette rencontre entre le peuple français et un candidat à l'élection présidentielle, elle ne dépend pas que du rationnel, elle dépend d'une part d'irrationnel. Cette part d'irrationnel peut être symbolisée par une mesure, c'est jamais un programme dans son ensemble. Mais je note que vous ne l'avez pas cité, la mesure. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas une assez symbolique et forte? Il y en a peut-être plusieurs, mais une qui puisse emporter tout le projet? C'est compliqué parce que lorsqu'on regarde ce qu'Emmanuel Macron a présenté ce matin, il y a plusieurs mesures qui pourraient devenir symboliques, mais à force d'avoir des mesures équilibrées,
qui permettent à la fois de ouvrir une porte à François Bayrou, fermer une porte à François Fillon sur la moralisation de la vie politique, ouvrir une porte à certains élus de droite, on finit par plus savoir quelle est la mesure qui tire les autres. Il y a beaucoup de courants d'air. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de courants d'air. Où est la mesure qui tire toutes celles du programme d'Emmanuel Macron? Alors Laurent Bégon, vous qui travaillez vraiment, je le précise aux téléspectateurs, sur les projets. Sur les programmes, on les chiffre, on les décortique. Ce qui est très frappant, c'est que d'une certaine façon, le programme de Benoît Hamon est une version actualisée d'un logiciel de gauche assez classique, c'est-à-dire très redistributif. Très fiscalisé aussi, il faut bien le dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de son côté retenu les leçons de 2012 et des événements compliqués qui vont suivi. Et du côté de Fillon, on est sur un programme très logiquement à droite, où on a eu du mal à voir émerger, au fond, les raisons d'espérer. On demande beaucoup d'efforts et on ne donne pas nécessairement énormément de perspectives. Et on pouvait imaginer que, à la jonction des deux, on aurait un programme relativement centriste. Mais un programme qui annonce la fin des 37 régimes de retraite et leur fusion en un seul. Un programme qui annonce 15 milliards de formation, 15 milliards d'euros sur le quinquennat, de formation pour les adultes. Des mesures assez fortes en matière d'éducation, l'évaluation de l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire, qui va venir déranger, travailler, tracasser les esprits chagrins. Un programme qui annonce un certain nombre de mesures aussi en faveur d'une Europe qui est assumée. Et le seul à assumer l'Europe n'est pas un programme mou. Et donc il y a des angles. Et il y a des angles, il y a des arêtes, Mathias le disait, et c'est un peu nouveau parce qu'on a l'habitude que ce soit assez tranché d'un côté ou de l'autre. Il faut revenir à 2007 pour trouver un programme qui à l'époque, qui était celui de Nicolas Sarkozy, emprunté à gauche et à droite, opérer d'une certaine façon un mouvement un peu tournant dans des élections qui n'étaient pas bloc contre bloc. Et d'une certaine façon, c'est la surprise de 2017, on pensait avoir quelque chose de très gauche-droite, après une quinquennat de François Hollande, et on a quelque chose qui, pour des raisons à la fois de fond, mais aussi conjoncturelles, on a un paysage qui est très difficile à attraper, parce qu'on n'est pas dans cette équation gauche-droite, on est sur quelque chose de beaucoup plus compliqué, et voir que les Français s'approprient cela, et c'est l'enjeu des 50 jours, et je le redis parce que je suis têtu, avec un enjeu de gouvernabilité, c'est-à-dire d'effectivité des mesures qui sont annoncées, comment je les mets en œuvre, comment je les fais voter. Et pour le moment, on dirait que vous n'avez pas eu toutes les réponses à vos questions sur l'effectivité. On découvre les choses au fil de l'eau. Mathias, oui, sur ce que disait... Oui, moi je pense qu'Emmanuel Macron, il a d'abord le programme, il faut qu'il crée une émotion. Si un programme ne crée pas une émotion, de toute façon, le programme, il n'est pas compris par l'électeur. On est ému quand donc, voilà. Donc, la question, c'est un programme d'Emmanuel Macron qui est à la fois et de droite et de gauche, ou ni de droite ni de gauche. Il faut trouver un point d'entrée qui soit un point d'entrée qui crée cette émotion, qui crée cette adhésion. L'adhésion aujourd'hui à Emmanuel Macron, elle est fondamentalement liée à sa personnalité. C'est quelqu'un qui est nouveau dans le paysage politique, c'est quelqu'un qui incarne une certaine modernité, une certaine d'ailleurs posture de moralité par rapport à la vie politique, et c'est ça qui tire aujourd'hui Emmanuel Macron. Le vrai problème en fait de l'élection présidentielle, de cette élection présidentielle, c'est de trouver en fait des programmes qui vont créer des clivages. Alors on en a un très clair chez Benoît Hamon. Chez François Fillon, son programme aujourd'hui, il passe très très loin derrière l'émotion qui accompagne la polémique autour de François Fillon. Et le risque pour Emmanuel Macron, c'est que la mesure de moralisation de la vie politique, Emmanuel Macron proposant qu'il n'y ait plus de capacité pour un élu d'employer un membre de sa famille avec de l'argent public, soit finalement un point d'entrée de son programme qui est une réponse à ce qui se passe en face avec François Fillon. Donc il y a à la fois une obligation de présenter une mesure qui soit une mesure très cohérente avec sa posture politique, et en même temps il y a un risque, c'est qu'on cette mesure devienne un peu la mesure qui est phare, qui tire le programme d'Emmanuel Macron. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'au fond, on parlait de l'élection de 2007, la mesure phare par exemple de François Hollande, c'était les 75%, c'est ce qui avait marqué les esprits en France et à l'étranger. On sait ce qu'elle est devenue et on sait ce qu'elle a eu comme impact sur l'image de la France. Et Nicolas Sarkozy, c'était travailler plus pour gagner plus. Et là, on avait une mesure qui était très symbolique du positionnement politique de chacun de ces candidats. Là, on cherche encore la mesure qui, aux côtés d'Emmanuel Macron, va le positionner. Mais est-ce que ce n'est pas voulu, justement, Laurent Bégon, c'est pas voulu qu'il n'y ait pas une, justement, proposition qui fixe ou à droite ou à gauche le candidat qui, apparemment, est bien... de la communication est de l'autre côté de la table et il vous dira à quel point ils sont tous à la recherche de ce qui pourrait à un moment ou à un autre accrocher les regards et les esprits. Il ne faut pas qu'on perde de vue dans ce débat un autre point
qui est quand même l'impensé de ce soir, c'est la présence du Front National à très haut niveau. Et cette présence du Front National, je rebondis sur ce que disait Mathias, s'agissant de est-ce qu'au final il y a de l'instrumentalisation, parce que je crois la remarque sous-jacente sur cette proposition, en tout cas ce chapitre du programme qui concerne la moralisation de la vie publique. Je pense que si demain François Fillon, je vais mettre plein de conditionnels, être très prudent, je n'ai pas de boucle de cristal, choisissait de renoncer à sa campagne, je suis persuadé que la personne qui reprendrait le flambeau aurait et inscrirait d'emblée dans le programme un chapitre sur la moralisation de la vie publique qui serait... Je crois que ça devient un peu, pardonnez-moi, la tarte à la crème dans tous les programmes. Parce que François Fillon a construit sa fortune politique au mois de novembre sur l'idée qu'il était probe, sur l'idée qu'il était honnête, sur l'idée qu'il était d'une rectitude absolument incontestée. Et je ne me prononce absolument pas sur le fond. Dans l'esprit des Français, il est pris en défaut aujourd'hui sur des qualificatifs qu'il a avancés, qu'il a proclamés, qu'il a revendiqués, dans un contexte où le Front National est en embuscade, d'ailleurs avec toutes sortes de turpitudes assez graves et qui sont non pas passées sous silence, mais qui, j'allais dire, glissent complètement sur leur candidate. Et donc il faut bien avoir en tête qu'on est dans un contexte très particulier où il y a une attente très forte, voire une colère. Parce que l'attente c'était avant, maintenant c'est la colère d'une partie de l'opinion qui attend une forme d'exemplarité. L'exemplarité, oui, mais aussi de la cohérence. Et là, Emmanuel Macron, il a marqué un point ce matin, parce que la réalité, c'est que son programme est cohérent avec son positionnement politique. La problématique de François Fillon... Mais quel est son positionnement politique ? Son positionnement politique, c'est qu'il est ailleurs. C'est-à-dire qu'il considère qu'il y a, et c'est probablement ce qu'il essaye de faire passer, il y a une certaine dimension de retour à une certaine justice, à une certaine équité dans la société française. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans son contrat avec la nation. Il faut retrouver une certaine équité dans la société française, à la fois sur le plan fiscal, à la fois sur le plan d'un certain nombre de mesures qui accompagnent la vie quotidienne des Français. Donc il a gagné cette cohérence dans son programme, parce que François Fillon, lui, est dans l'incohérence totale. Une incohérence qui n'est pas programmatique. Attendez, pas par rapport à son programme, François Fillon, parce qu'on peut lui faire tous les reproches. Sa posture politique. Ça, c'est une autre... Je reste quand même encore un mot, parce qu'on passe vite à François Fillon, mais je reste sur Emmanuel Macron. Lui se défend de toute continuité avec le programme et l'héritage de François Hollande. C'est le principal reproche qui lui est fait. Apparemment, il lui faudra encore convaincre qu'il n'est pas l'héritier de ce quinquennat. Je ne sais pas s'il est ou non héritier de ce quinquennat, mais il n'a jamais fait mystère de la relation forte qu'il a unie pendant si longtemps à François Hollande et qui sans doute continue de l'unir aujourd'hui. Il a une chance assez forte, et la chance, ça se crée, ça se suscite, et puis ça vient. C'est que il a pu, d'une certaine façon, avoir Manuel Valls comme coupe-circuit entre lui et l'héritage de François Hollande, puisque celui qui a revendiqué et assumé cet héritage, c'est Manuel Valls. Et puis, la deuxième chose, et ça, c'est pas de la chance, ça a été sa revendication depuis le début, il n'a pas voulu passer par la primaire. Et Dieu sait si à l'époque, les gens lui ont dit, mais il faut passer par la primaire, il faut choisir un camp. Il a refusé cette grammaire, comme ça d'ailleurs qu'il l'a souvent présenté, et je note qu'aujourd'hui, Hamon et Fillon sont dans une situation d'assez grande difficulté à l'heure où on se parle, tous deux passés par la primaire. Donc cette idée que la primaire fournit une légitimation est mise en brèche à la date d'aujourd'hui. On verra ce qu'il en est dans 50 jours. Et par ailleurs, on voit bien que la primaire a abîmé ces candidats. Parce qu'ils ont été candidats pendant une période très très longue et que leurs programmes se sont radicalisés face à deux candidats qui sont des candidats attrape-tout. D'un côté, Marine Le Pen, qui cherche à ouvrir très très largement le spectre au sein duquel elle attrape. Les fonctionnaires, les Français effectivement les moins favorisés, l'extrême droite traditionnelle, et puis Emmanuel Macron qui, lui, est aussi à la course de tous les déçus de droite et de gauche. Quelle ironie du sort, les primaires devaient légitimer et résoudre le problème. Donc, il faudra aussi, et ce sera une des choses qu'on verra dans plusieurs mois, ça n'a pas d'intérêt ce soir, on parle. C'est peut-être pas que les déçus de droite et de gauche. Les déçus de droite et de gauche, et puis ceux qui adhèrent à une certaine vision de la société. Moi je pense que Emmanuel Macron, il a une histoire, et cette histoire elle est liée à une relation avec François Hollande. Je ne suis pas certain qu'il ait aujourd'hui un héritage. En tout cas, qu'il ait à assumer un héritage. Lui, il voudrait s'en éloigner. Oui, mais je crois que justement, les choix qu'il a fait, comme le dit Laurent, de ne pas participer aux primaires, les choix qu'il a fait de choisir une voie politique auquel personne ne croyait il y a quelques mois, parce qu'il faut quand même se remettre dans la situation d'il y a quelques mois, lorsqu'il a pris sa décision de créer son mouvement, tout le monde regardait avec un air un peu goguenard, Emmanuel Macron démarrant un mouvement. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas que les déçus, c'est probablement ceux qui, au contraire, ont confiance dans la politique et n'ont pas trouvé dans l'offre politique classique le creuset qui leur permet justement d'exprimer une voix qui donne confiance dans l'avenir. Et probablement qu'Emmanuel Macron, dans cette offre politique pour l'élection présidentielle, est probablement celui qui crée le plus de confiance.
Marine Le Pen, c'est le symbole de ceux qui ont peur. C'est quoi la confiance? Voilà. Comment elle se traduit en intention de vote? Parce que la confiance, ça peut être une émotion. Alors vous qui êtes un spécialiste oui, c'est une émotion. Elle se traduit d'abord par le fait que lorsqu'Emmanuel Macron va en province, donc c'est pas un phénomène parisiano-parisien, lorsqu'il va en province, il y a des gens qui n'étaient pas investis en politique, donc qui n'appartenaient ni au Parti socialiste, ni aux Républicains, ni au Front National, qui tout d'un coup se mettent à faire de la politique de façon différente. Est-ce que ça ne s'appelle pas de la curiosité, tout simplement, puis après on peut changer de candidat? Ça peut s'appeler de la curiosité, ça peut devenir de l'engagement, surtout lorsqu'on est cohérent dans le positionnement politique et dans les mesures que l'on propose. En tous les cas, le programme du candidat est au centre de toutes les attentions et des critiques. On va écouter sur ce sujet ce qu'en dit Arnaud Montebourg. C'est la poursuite de la politique de François Hollande en plus dur, puisque finalement c'est l'austérité à tous les étages, les coupes dans les dépenses publiques, les génuflexions à Bruxelles, les révérences à la droite allemande, bref, rien de nouveau sous le soleil, et avec, dit-il, un rassemblement de la droite et de la gauche. D'ailleurs, pour moi, il est en train de faire le programme de l'UMPS, c'est-à-dire finalement la droite et la gauche ensemble qui décident de poursuivre la politique qui a été finalement il y a 20 ans et qui nous a conduit à 6 millions de chômeurs. Voilà, la droite et la gauche pour Arnaud Montebourg. Et je voudrais, messieurs, qu'on découvre ensemble la une de Libération demain. La voici, ni de droite ni de gauche, bien au contraire, de Emmanuel Macron, Mister Emmanuel, Docteur Macron, est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, mais moi je comprends l'inconfort d'Arnaud Montebourg qui a plutôt été élevé dans les travées classiques du Parti Socialiste avec une grammaire encore une fois très bien définie. Je comprends l'inconfort de Libération dont la vision du monde est un peu bousculée par ce type effectivement de renouvellement et de bouffée d'oxygène. Mais je vois aussi, et Mathias Guénon a raison d'insister, je vois aussi effectivement l'adhésion. On voit l'affluence des meetings, on voit évidemment dans les enquêtes d'opinion, on voit dans les prises de parole, dans les expressions, dans les ralliements. Tous ceux qui nient qu'il est en train de se passer quelque chose, n'ayons pas que le regard porté sur Macron, mais aussi à l'extrême droite. Je le redis, 27%, c'est considérable. Donc tous ceux qui ne comprennent pas que les anciens partis politiques n'arrivent plus à attraper, à encapsuler, à attirer ni les jeunes, ni tous ceux qui souhaiteraient s'engager, ratent quelque chose. Et on voit bien qu'un des enjeux de cette présidentielle, et on verra seulement dans quelques mois et quelques années si elle a fait bouger les lignes, c'est qu'on ne va plus penser, au sortir de cette présidentielle, pendant au moins quelques mois, voire beaucoup plus longtemps, en termes de droite et de gauche. On en revient à une vieille segmentation du jeu politique français. Il y a l'ordre, il y a le mouvement. C'est une vieille... c'est le début de la République, il y avait les partis de l'ordre et les partis du mouvement. Il y a clairement un parti du mouvement qui est incarné aujourd'hui par Emmanuel Macron, qui est un anti-conservateur à bien des égards. Il y a des conservateurs à gauche et à droite. Et puis il y a un parti de l'ordre, qui est le parti de Marine Le Pen, et qui évidemment ne veut que rien ne change, voire que tout empire. Il y a ces clivages, je vais vous laisser réagir, Mathias Lardon. Et une question quand même, parce que c'était la question qu'on posait au départ, est-ce que c'est le programme qui fait l'élection? Est-ce que c'est le cas? Parce que là, on parle, les journalistes ont attendu, probablement aussi les citoyens ont attendu un petit peu le programme d'Emmanuel Macron en s'impatientant. Maintenant qu'il l'a présenté, est-ce que dans quelques semaines, on va passer à autre chose? D'abord, le monde a changé. Le monde a changé, les électeurs ont changé, et probablement que la génération, notamment d'Arnaud Montebourg, n'a pas compris que le monde avait changé. Et donc son expression, ses codes, ses références sont des références qui aujourd'hui n'impactent plus l'opinion publique, et notamment celle des nouvelles générations. Est-ce que le programme fait l'élection? Moi, je crois que la présentation du programme d'Emmanuel Macron, elle va occuper un vide abyssal dans cette campagne présidentielle qui était justement l'absence de programme. Pourquoi? Parce que François Fillon empêtré dans la polémique autour de lui, et parce que Benoît Hamon, avec une mesure phare qui est une mesure qui est tellement clivante qu'on ne sait pas vraiment si c'est un programme, c'est quelque chose qui le positionne. Quant à Marine Le Pen, il n'y a pas de programme. Son programme, c'est Vous êtes sévère avec les autres candidats. Oui, parce que la réalité, c'est qu'en fait, les Français... Elle a quand même un programme, qu'on soit d'accord ou pas. Non, elle n'a pas vraiment... En tout cas, vous descendez dans la rue, les électeurs ont du mal à vous dire quel est le programme de Marine Le Pen, à part la sortie de l'euro, qui n'est pas un programme en tant que tel. C'est une posture, mais ce n'est pas vraiment un programme. Donc moi, je pense que la présentation du programme d'Emmanuel Macron va forcer, sur un certain nombre de points, les autres candidats à parler de ce qu'est vraiment les mesures qu'un président de la République qui arrive à l'Élysée va vouloir faire passer pour transformer la société française. La manière dont il le fait n'appartient pas au code classique de la politique. Ça n'est pas parce que ça n'appartient pas au code classique que ça n'est pas complètement
dans l'actualité et la nouvelle culture du débat politique pour les prochaines années. Alors, même si ça n'appartient pas au code classique, comme vous dites, et vous nous dites très bien, le monde a changé, ce qui n'a pas changé, ce sont les chiffres. Rassurez-moi, Laurent Bégrand, quand on a un programme, il faut toujours qu'il soit chiffré. Bien sûr. Alors, est-ce que celui-ci est bien ficelé et bien chiffré? Il est encore un peu tôt pour le dire, parce que en réalité, vous ne pouvez chiffrer un programme que si vous discutez avec les équipes de campagne des hypothèses sous-jacentes, pardon de ce mot un peu prétentieux, de chaque mesure, de chaque proposition. Et on sait que en la matière, le diable se niche dans le détail. Donc c'est un travail que nous on va faire, mais que d'autres feront aussi. Il y aura sans doute dans les jours qui viennent une explicitation sur le web et dans les meilleurs quotidiens de ce que veut dire telle ou telle mesure, de ce que sont les implications, voire les impasses, les hypothèses prises par les candidats. Mais vous devez avoir une intuition, vous qui l'êtes passé au crible. À ce stade, non, en réalité, parce que c'est vraiment tout récent, et il faut regarder ça très sérieusement. Alors, je vais relayer certains experts économiques qui disent quand même que sur certaines mesures, notamment sur la taxe d'habitation, c'est aussi simple que cela. On ne sait pas d'où il va trouver cet argent-là et comment les collectivités aussi vont pouvoir y répondre. Il a annoncé qu'il serait particulièrement exigeant en matière de relation de l'État avec les collectivités. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que l'État va baisser la dotation globale des collectivités. Il a dit qu'il allait avoir une méthode différente de ce qui s'était fait sous ce gouvernement, c'est-à-dire je gère, je baisse. Il a dit qu'il voulait contractualiser sur des objectifs avec les collectivités et que ensuite les évolutions seraient à leurs mains. On verra, il faut se laisser le temps. On a tous attendu ce programme, comme on est tous très sévères sur les différents programmes, soyons-le de manière objective sur tous les programmes. Mais complètement. Je note une seule chose s'agissant des grands chiffres qui sous-tendent les différents programmes. Il est sur une hypothèse de croissance, puisque l'idée du chiffrage du programme, c'est qu'on fournit aussi ces hypothèses de chômage et de croissance et d'inflation. Sur une hypothèse de croissance à 1,8 à la fin du quinquennat. Vous paraît raisonnable. Ce qui ne paraît pas délirant. Il y a des hypothèses qui ont été retenues, beaucoup plus délirantes, à commencer par celle du Front National. Et si on sort des chiffres, Mathias Léredon, vraiment sortons des programmes, est-ce qu'il y a un projet de société? Parce que finalement, quand vous parlez tout à l'heure d'espoir ou d'espérance, c'est peut-être cela le plus important. Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'il y a ce fameux cap qu'on a souvent appelé, que certains ont appelé de leur vœu pendant le quinquennat de François Hollande? Moi, je pense qu'il y a un vrai projet de société. Et le projet de société, il a un impact sur le chiffrage. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un projet de société, et lorsqu'on crée la confiance dans une société, la confiance se traduit par les chiffres, et notamment les chiffres de la consommation, les chiffres de l'investissement, et tout ça, ça crée de la croissance. Donc, il y a évidemment les programmes qui sont hors chiffrage normaux, en tout cas qui ne permettront jamais de les atteindre. Mais lorsqu'on a un vrai projet de société, qu'on arrive à emmener une société, la réalité, c'est que ça a un impact sur le chiffrage. Et probablement qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est celui qui a un projet de société, qui est un projet de société moderne. Il faut se souvenir ce qu'avait été la campagne de Giscard d'Estaing en 1974, avec un projet de société qui lui aussi apparaissait comme étant décalé parce que finalement très moderne par rapport à l'état du débat politique en 1973-74. La réalité, c'est que Emmanuel Macron a un vrai projet de société. Si ce projet de société se transforme Comment vous pouvez le définir en 2 ou 3 mots? C'est un projet de société qui, en fait, s'exonère de l'histoire politique traditionnelle de la France qui était globalement partagée s'exonère aussi de sa culture française? Ce mot-là ou cette conception-là avait beaucoup choqué, par exemple. Je ne sais pas si vous considérez que c'est moderne. Elle a peut-être choqué, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que, y compris dans un certain nombre de villes de province, le nombre d'adhérents à son mouvement n'a rien à voir avec le nombre d'adhérents aux partis politiques classiques qui ont construit l'histoire de la France sur les 50 dernières années. Donc, il y a derrière la posture d'Emmanuel Macron, au-delà de son programme et au-delà de son chiffrage, comme le disait Laurent, qui est un chiffrage qui n'apparaît pas comme aberrant dès le départ, il y a probablement la capacité à emmener la société française qui, quelque part, cherche une nouvelle voie. Est-ce que cette nouvelle voie n'est ni de droite ni de gauche? Est-ce qu'elle est macronesque? On ne le sait pas encore aujourd'hui. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on voit qu'elle a un impact dans l'opinion publique. Nous le verrons à l'épreuve des faits. Messieurs, je propose de découvrir la revue de presse, les autres unes des quotidiens demain. D'abord, Le Figaro. Macron qui dévoile son projet En Marche, mais à tout petit pas. Si c'est une révolution, elle se fait vraiment, vraiment en douceur. La une, l'Humanité, à présent,
avec la détresse paysanne, rançon du productivisme, alors que nous vivons les derniers jours du salon de l'agriculture. Et puis Valeurs actuelles, qui met à sa une Marine Le Pen, ses secrets pour gagner, sa stratégie, ses confidences. Pourquoi Marine Le Pen y croit? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce débat et ce match des idées. À suivre, c'est le grand entretien. Je reçois dans quelques instants René Dauzière, député, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, qui publie un livre sur les 3 thèmes, les thèmes qui ont percuté cette campagne, notamment sur l'argent et la morale. C'est juste après le tour d'horizon de l'actualité du jour. Le Parlement européen lève l'immunité parlementaire de Marine Le Pen à la demande du parquet de Nanterre. En cause, une série de tweets publiés en 2015 par la candidate du Front National contenant des images d'exécution et de décapitation imputées à l'État islamique. L'immunité parlementaire est levée pour cette affaire seulement. Les faits qui lui sont reprochés peuvent être punis de 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Europe. Si nous ne faisons pas face tous ensemble, nous ne résoudrons pas nos problèmes. Nous en avons déjà résolu beaucoup au cours des 60 dernières années en Europe. Nous vivons une période de paix, nous sommes solidaires sur de nombreux problèmes et nous faisons de même avec l'agriculture. La politique commune de l'Union européenne la plus réussie, c'est la politique agricole commune. Moi je veux que notre modèle agricole à la fois valorise les territoires, le revenu des agriculteurs, la lutte contre l'accaparement des terres, un modèle qui associe fondamentalement ce qu'est le désir des Français d'avoir une alimentation de qualité et la qualité des productions qui sont celles de notre agriculture, elle ne créera que du désordre. Et la réalité, c'est que dire ok, c'en est fini de la PAC, point barre, tout ça n'est pas sérieux. Économie. C'est une victoire pour les chauffeurs de taxi. La start-up Hitch a été suspendue aujourd'hui pour avoir exercé illégalement la profession. L'application qui met en relation des particuliers a été condamnée à payer une amende de 200 000 €, dont 150 000 avec sursis. Les 2 dirigeants devront dédommager les chauffeurs de taxi qui se sont portés partie civile. Il leur est reproché d'avoir participé à la précarisation et au développement d'un sentiment d'angoisse des taxis. François Fillon. On peut tous avoir eu des interrogations, des doutes, mais le vrai sujet, c'est en 2017, qu'est-ce que vous voulez? Donc aujourd'hui, François Fillon reste votre candidat? Pour moi, c'est évident que nous devons défendre notre candidat et surtout notre programme. Et c'est sans doute là-dessus que je mettrai l'accent. Le plus important, c'est notre programme. Terrorisme. Le groupe Lafarge reconnaît des arrangements inacceptables avec des groupes armés en Syrie. Installé au nord-est d'Alep, le géant du ciment a remis des fonds à des groupes armés en 2013 pour maintenir son activité. Le groupe État islamique aurait profité de ces transferts d'argent. Lafarge, qui a quitté le site en 2014, fait l'objet de poursuites pour financement du terrorisme par des ONG ainsi que par le ministère de l'économie. Et tout de suite, c'est le grand entretien pour aller plus loin ce soir. Mon invité ce soir a été vice-président de l'Assemblée nationale, député de l'Aisne. Il s'est distingué dans la lutte contre le gaspillage de l'argent public. René Dauzière, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous signez, vous publiez ce livre, Argent, morale, politique, aux éditions Seuil. Alors, on parle beaucoup d'argent dans cette élection présidentielle. L'argent a pris une place importante dans le débat du fait de l'affaire Fillon, mais plus généralement, cette importance de ce sujet, est-ce qu'elle vous frappe? Est-ce que dans cette élection, c'est une particularité par rapport à tout ce qu'on a connu? Ah oui, non, c'est une élection qui est hors norme. Et on voit bien que les thèmes qui ont été choisis, enfin pour l'instant, tournent autour de l'argent plus ou moins détourné, plus ou moins utilisé, je dirais, normalement, et d'une manière sans doute disproportionnée compte tenu de l'enjeu d'une élection présidentielle. Mais enfin, les choses sont comme ça. Ça montre d'ailleurs l'extrême sensibilité du public à ces questions. Et puis aussi peut-être une certaine difficulté des élus à percevoir un petit peu la réalité. Difficulté des élus qui sont là depuis un certain temps, mais si on pense, René Dauzière, aux jeunes élus qui s'engagent dans la vie politique, quand un jeune élu aujourd'hui démarre sa carrière et quand il voit ce spectacle aujourd'hui, ces affaires, en tous les cas ce spectre des affaires, ces scandales,
Il y en a encore beaucoup qui veulent se lancer, encore, en politique. Non, c'est pas évident. Si vous voulez, j'ai moi-même, pour préparer ma succession, eh bien, pris des contacts avec beaucoup de jeunes, et c'est pas, ça les enthousiasme pas. Enfin, quand on voit la difficulté, la lourdeur des tâches politiques en termes d'emploi du temps, enfin, puisque on est pris 7 jours sur 7, quoi. Bon, eh bien, non, ça les fait hésiter. Et alors, quand on fait partie d'une catégorie, je dirais, un peu plus favorisée, qu'on a des perspectives de carrière dans le secteur privé, là, je veux dire que le rapport entre le travail et les charges à accomplir, les difficultés, et puis la rémunération leur paraît insuffisant. Malheureusement, parfois... Ça n'est pas vrai. Donc, pour eux, la rémunération est naturellement insuffisante par rapport à ce qu'ils peuvent gagner ailleurs. Ça n'est pas vrai pour tout le monde. Il y en a, pour un certain nombre d'élus, la rémunération de parlementaires est naturellement une amélioration de leur niveau de vie. Alors la loi sur la transparence de la vie publique, elle fait en sorte que le patrimoine des candidats soit rendu public désormais. On sait tout de ce que possèdent les candidats. Est-ce que ce genre de pratique nécessaire, indispensable, on est d'accord, ne pousse pas quelque part René Dosière à la suspicion vis-à-vis de l'argent? Pas de l'argent, de l'argent même gagné honnêtement. Oui, peut-être, mais vous savez, c'est l'idée qui a dominé sur cette loi, c'est quand même que le citoyen doit avoir la certitude que lorsqu'on fait de l'action politique, on ne peut pas s'enrichir, enfin en tout cas indûment. Bon. Et donc, le meilleur moyen de le savoir, et ça n'est pas nouveau, vous savez, c'était déjà l'idée des révolutionnaires, des premiers députés à la Révolution, c'est de dire, eh bien voilà, on mesure notre patrimoine en début de mandat, et puis on mesure le patrimoine à la fin du mandat, et puis on voit s'il y a eu une évolution anormale. Donc, je pense que c'est un bon système. On va voir d'ailleurs ce qu'il va donner, puisque ce sera la première fois qu'on va vérifier les déclarations de patrimoine de fin de mandat. Et jusqu'où, selon vous, parce que vous connaissez vraiment la question très bien et vous y avez beaucoup réfléchi, jusqu'où peut aller la transparence? Est-ce qu'il y a, à partir du moment où on se dit « Ah non, il y a des limites » parce que cette vertu de la transparence peut parfois revenir en boomerang aussi? Oui. Alors, il y a d'abord une limite fondamentale que le Conseil constitutionnel a mis en application, d'ailleurs, sur cette loi, c'est le respect de la vie privée. Autrement dit, c'est une des difficultés qu'on a toujours eues. On parle de l'argent de l'élu, mais je veux dire, sa famille, ça n'est pas une obligation. Hein, et là, il y a des limites à trouver. Bon. Et puis, pour le reste, il faut voir un peu ce que ça va donner. Hein. Mais en tous les cas, c'est évidemment le sens et de l'exigence démocratique, parce que ce que vous devez entendre souvent, et ce que les Français reprochent à certains élus, on fait bien attention, c'est de se servir avant de servir. Oui. Alors, ils n'ont pas tout à fait tort. Naturellement, les élus qui sont dans cette situation, c'est-à-dire dont la motivation est principalement, si vous voulez, financière. C'est l'appât du gain. Oui, ça existe. Ça existe parce que, si vous voulez, on a revalorisé très sensiblement les indemnités des élus, même s'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Je pense en particulier celle des maires reste naturellement très faible. Les conseillers départementaux et les conseillers régionaux ont des indemnités qui, par rapport à leur charge de travail, c'est très, très conséquente. Bon. Mais surtout, il y a le cumul des indemnités qui est possible, puisque le maximum, c'est 8 300 €. Or, si vous voulez, à 8 300 €, un cadre moyen, si vous voulez, il est payé autour de 4 000 €. Donc, oui, on est déjà... c'est évident. Le salaire moyen en France est de l'ordre de 2 000 €. Donc, donc c'est quand même des sommes qui sont un peu conséquentes. Et par le cumul, et c'est le cumul qui fait, notamment par le biais du cumul avec l'intercommunalité, qui fait que le souci de l'argent gagne un nombre plus important d'élus, y compris quelquefois
des élus de petites communes, enfin des maires de petites communes, parce que les indemnités au niveau de la vice-présidence de l'intercommunalité sont beaucoup plus importantes que celles de maire. Alors que l'indemnité, il faut quand même le savoir, l'indemnité il y a 20 000 maires de moins de 500 habitants, ils ont moins de 600 euros. Exactement. Bon, mais quand vous dites, là, on n'est pas à ce niveau-là. Dans votre livre, René Dosière, bien sûr. Quand vous dites dans votre livre, trop d'élus, manque de probité, trop, c'est vague. Trop, ça veut dire qu'il y a une majorité, c'est trop. Écoutez, non, c'est pas une majorité. C'est pas une majorité. Ça reste une minorité, mais c'est une minorité, elle est trop importante. On le voit par un certain nombre d'affaires. Alors, il faut faire attention. Parmi les élus, naturellement, c'est beaucoup des élus locaux. D'abord parce qu'on a beaucoup d'élus locaux. Il y a beaucoup de communes, beaucoup d'intercommunalités. Les départements, les régions. Mais c'est aussi parce que ces élus-là gèrent des budgets importants. Les budgets locaux, c'est à peu près 250 milliards d'euros. Alors, il est naturel que quand on gère beaucoup d'argent, il y a plus de risques, si vous voulez, d'avoir des dérives que lorsqu'on est parlementaire et qu'on c'est en aucun cas une circonstance atténuante, au contraire. Oui. C'est en aucun cas une circonstance atténuante. Non, mais je veux dire, une circonstance aggravante. Non, mais je veux dire, les tentations sont plus fortes. Évidemment. Et d'ailleurs, ce qu'il faut bien voir, c'est que le problème, c'est que quand c'est un député-maire qui est mis en cause, on pense, ou un sénateur-maire, on pense, si vous voulez, député ou sénateur. Alors qu'en réalité, c'est à cause de ses fonctions de maire qu'il y a eu des dérives. Alors, votre livre, évidemment, intervient dans une actualité brûlante avec l'affaire Fillon. Au cœur de cette affaire, quand même, il y a l'un des volets sur lesquels enquêtent les juges. Il y a le travail des assistants parlementaires dont on a beaucoup parlé depuis plusieurs semaines. Et ce que fait le député. Et pour le moment, s'il y a une chose dont on est sûr, c'est que le travail des assistants parlementaires est mal défini. C'est que les contours sont vraiment trop flous pour l'instant. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Ça, c'est évident. D'ailleurs, on a découvert, enfin, le grand public a découvert à l'occasion de cette élection présidentielle ce que c'est qu'un assistant parlementaire, collaborateur parlementaire. Enfin, il l'a découvert. Je ne suis pas sûr qu'il ait bien découvert parce que, comme vous le dites, la fonction est particulièrement floue. Vous savez, on le voit bien. Et ça pose le problème d'ailleurs du vrai statut de ces assistants parlementaires qui en réclament. Ils réclament depuis longtemps. Peut-être que maintenant, on va être en mesure d'avancer là-dessus, puisque c'était très discrétionnaire comme travail. Chaque parlementaire fait entièrement ce qu'il veut. On a bien compris, oui. Et donc, voilà. Et c'est quand même une situation qui doit être améliorée. On peut le faire maintenant, en tout cas à l'Assemblée. J'avoue ignorer exactement le régime juridique du Sénat. Mais je le dis, c'est tout simplement parce que comme député, je me suis toujours gardé, si vous voulez, d'intervenir dans le Sénat. J'ai considéré que, par déontologie, je ne devais pas me mêler des affaires du Sénat. À l'Assemblée, l'Assemblée, c'est vraiment, comment le définir? C'est l'émanation du peuple. Voilà pourquoi ce fait que ce travail parlementaire ait des contours aussi flous, ça peut choquer aussi. Puisque si on dit que l'Assemblée, c'est l'émanation du peuple, c'est qu'il y a une forme de droit de regard, évidemment, j'allais dire, citoyen et... Ah mais tout à fait, d'ailleurs, c'est ce que vous avez toujours privilégié, d'ailleurs, vous-même. Oui, c'est tout à fait, c'est normal. Alors, évidemment, on découvre qu'il y a là une population, environ un peu plus de 2000 assistants parlementaires, il y a 1 millier environ au Sénat, on se dit, c'est quoi? Ils sont payés comment, d'ailleurs? Souvent très mal. Ils travaillent dans quelles conditions? Comment ils respectent le code du travail? Enfin bon, on voit qu'aujourd'hui... Alors ceci dit, ce sont des emplois qui sont discrétionnaires, c'est-à-dire qu'on recrute sur des critères politiques. Tout à fait. Donc, et pas sur des critères de compétence. Enfin, ça ne s'exclut pas. Mais si vous voulez, on n'est pas là avec des fonctionnaires qui ont passé un concours ou un examen qui sont reçus. D'où la difficulté à prouver, j'allais dire, l'illégalité peut-être de ce travail. Et donc, je vous pose une question précise, parce qu'il faut faire attention dans cette affaire ou d'autres entre ce qui est légal ou moral. Oui. Alors, est-ce que selon vous, dès que ce qui est d'ailleurs légal n'est pas toujours moral. Tout à fait. Mais alors, est-ce que dès que le politique a commis une faute, fût-elle morale, il est disqualifié selon vous? C'est ce que l'on entend là pour François Fillon. Est-ce que vous qui
qui parlait de ces élus qui parfois ont été pris la main, dans le sac. Il y a deux solutions. D'abord, il y a ce principe, je dirais, très chrétien, à tout péché miséricorde. Bon, pour ce qui concerne les individus. Mais à chaque fois que l'on constate que il y a quelque chose qui ne va pas, et ben alors là on corrige, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que ça ne puisse pas se reproduire. C'est la réponse, par exemple, à la loi sur la haute autorité de la vie publique a suivi l'affaire Cahuzac, qui était quelque chose de tout à fait condamnable. Et on comprend parfaitement, René Désir, mais on se demande, avec des personnalités comme vous qui ont vraiment veillé à tout cela, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'alerte auparavant, qu'il faille vraiment entrer dans un mur, qu'il faille un choc pour se rendre compte qu'il faut une loi juste après? Si, il y a souvent, si vous voulez, il y a beaucoup d'alertes, on le dit sur un certain nombre de points, mais on se heurte au fait qu'il ne suffit pas de claquer des doigts pour résoudre. Prenez notamment toute une série de questions qui concernent les députés eux-mêmes. Bon. Ces questions doivent passer par un accord au niveau du bureau de l'Assemblée, puisque l'Assemblée dispose d'une autonomie de gestion, de fonctionnement, qui est tout à fait heureuse, comme le Sénat d'ailleurs, qui est l'une des bases, je le dis, de la démocratie. Ça surprend souvent les gens. D'ailleurs, ils se disent, alors quoi, ils sont à part. Non. On n'est pas à part. Après tout, les députés sont les représentants du peuple, donc ils sont dépositaires du pouvoir souverain du peuple, et donc ils doivent rendre compte naturellement au peuple. Mais, je veux dire, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas demander à d'autres instances de venir, je dirais, les contrôler. Je dis souvent, quand je me suis attaqué à ce secret qui était le budget de l'Élysée, qui était d'une opacité totale. Et alors on se disait, enfin, qu'est-ce que c'est que ça, l'Élysée, le président de la République, il ne faut pas y toucher. Bon. Et je posais des questions, j'investiguais, etc. Et on dit, mais alors, tu n'as pas eu de pression, il y a des écoutes, il n'y a jamais rien eu de tout ça. Mais on imagine facilement, on le voit d'ailleurs dans d'autres pays, à quel point le pouvoir exécutif peut intervenir sur des élus, essayer de les contrôler, ce qui est la négation même d'une assemblée parlementaire. Donc, cette notion d'autonomie, voire même d'indépendance, si vous voulez, d'une assemblée parlementaire, c'est quelque chose de fondamental. Il n'y a pas de démocratie. C'est le fondement. Puisque vous parlez d'autres palais de la République, il y a un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu ou entendu parler, qui a fait beaucoup parler et réagir sur la lanterne, la maison des plaisirs de la République. Est-ce qu'il y a eu des abus, des privilèges? Non, je ne crois pas. Je pense que d'ailleurs l'ouvrage que j'ai lu, bien sûr, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de m'en entretenir, enfin avec l'auteur, force un petit peu le trait. La lanterne, c'est quoi? C'est un pavillon qui se trouve à Versailles, dans le parc du château de Versailles, qui est un pavillon petit, qui était la résidence, en quelque sorte, secondaire des premiers ministres, avec Nicolas Sarkozy. C'est devenu la résidence secondaire du président de la République. Et François Hollande a conservé, si vous voulez, ce système. En plus, maintenant, les choses sur le plan financier sont très claires. C'est-à-dire que ce n'est plus le budget du Premier ministre qui finance, c'est le budget de la présidence de la République. Le budget de la présidence de la République s'est beaucoup amélioré, est devenu plus transparent. Il peut encore faire quelques progrès. Voilà, ça n'est pas... Je ne trouve pas choquant, si vous voulez, que le président de la République, qui ne peut pas vivre en permanence à l'Élysée, dont le logement à l'Élysée est un peu un lieu d'enfermement, d'une certaine mesure, puisse... C'est un château doré, on va dire. Disposer... c'est plutôt une grosse maison qu'un château. Là, hein, je parlais de l'Élysée, parce que vous parlez d'enfermement, exactement. Tout à fait, c'est un château doré, mais de temps en temps, il peut souffler, recevoir les gens dans un cadre. Mais vous n'y voyez pas d'indices d'abus? Non, il n'y a pas à ce niveau-là, il n'y a pas des abus considérables. Il peut y avoir quelques excès, quelques dérives qu'il faut naturellement toujours contrôler. Mais bien sûr. On n'est pas là dans un abus très grand. Si vous deviez définir, c'est compliqué, parce qu'évidemment, tous les responsables politiques ne se ressemblent pas et il ne s'agit absolument pas de les mettre dans un même espace. Mais si vous deviez définir la relation entre les politiques et l'argent, en France en particulier, comment la qualifier de manière générale? Elle est compliquée, mais parce que les Français eux-mêmes ont une relation, si vous voulez, compliquée avec l'argent. On ne parle pas d'argent.
Ou quand on en parle, c'est parce qu'on a des petits salaires ou des petits revenus. Et quand on a des revenus plus élevés, on ne les expose pas. On cache l'argent. Bon, ça c'est un peu notre tradition. Les sociologues, les historiens peuvent expliquer pourquoi on en est arrivé comme ça. Et donc les élus ont vis-à-vis de l'argent la même attitude que les Français. C'est-à-dire que la plupart des élus ne souhaitent pas parler, si vous voulez, d'argent. Alors c'est vrai à gauche et à droite. C'est vrai à gauche parce qu'ils se disent notre électorat est plutôt un électorat qui a des revenus plus faibles que nous, donc on n'ose pas leur dire. Bon. Et puis à droite, c'est également vrai parce que là on est peut-être quelquefois moins transparent, et puis quelquefois à droite on n'ose pas non plus trop annoncer ses revenus. En tous les cas, ces derniers temps, il y a eu à droite et à gauche malheureusement des exemples vraiment de scandales qui ont secoué notre démocratie. Enfin, il y a aussi un certain nombre d'élus qui, eux, ont une attitude très saine. Évidemment, et heureusement. Disant, écoutez, bon, il n'y a pas de raison de le cacher. Évidemment. Et l'une des attitudes saines aussi, c'est un moment de se retirer. René Dosière, c'est ce que vous allez faire. Vous avez décidé de vous retirer. Vous avez été député quand même pendant 25 ans. C'est beaucoup, c'est beaucoup. J'avais pas prévu, c'est pas prévu. Et normalement, je m'étais plutôt fixé un terme au niveau de 3 mandats, mais il s'est trouvé que à l'issue du 3e mandat, j'ai été la victime d'un petit complot politique, enfin le genre de cuisine électorale au sein du Parti socialiste local. On a voulu m'éjecter, quoi. Bon, alors là, j'avoue, j'ai dit, puisque c'est comme ça, je vais demander aux citoyens. Place au renouveau. Ils m'ont laissé, donc du coup, ils m'ont reconduit, et c'est la raison pour laquelle finalement j'ai fait 2 mandats supplémentaires. Bon, je ne le regrette pas du tout, mais c'est effectivement un temps long. C'est d'ailleurs pas la règle. La plupart des députés font des mandats beaucoup plus courts. 2 mandats, vous avez consacré notamment, en tous les cas, à la lutte contre justement le gaspillage de l'argent public. Et vous l'expliquez très bien dans ce livre, Argent, morale, politique. Merci René Dosière. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude, à suivre, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Monsieur Fillon dit « j'ai décidé, je marque bout ». Et alors, ça pourrit toute la campagne. C'est la monarchie présidentielle. C'est-à-dire que parce qu'un homme a été désigné il y a quelques mois, tout est bloqué. Et vous avez des gens de droite, je comprends très bien, qui disent « mais moi, j'ai pas envie d'assumer ça. J'ai pas envie d'expliquer que c'est normal ». Les électeurs républicains n'ont pas à être pris en otage par ces affaires. Et je pense que si on continue comme ça, on va faire élire M. Macron, qui est un homme qui nous fera une politique catastrophique. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup d'électeurs républicains, d'élus républicains qui me rejoignent, parce qu'ils voient bien que moi, je vais me battre et je pense qu'il y a une autre politique possible pour la France. Voilà, il y a une alternative que je porterai et de plus en plus de républicains me rejoignent et je les invite à me rejoindre. À 3 hectares de terre, mais lorsqu'elle a voulu acheter des parcelles à son voisin, le verdict est tombé. Moi, quand j'ai demandé à la personne qui a des terres qui juxtaposent les miennes de me vendre 2 hectares le jour où il partira en retraite, il m'a dit bien sûr, je peux t'en vendre 2 hectares pour 20 000 €. Je lui dis les 2, ça fait beaucoup. Il me dit non, l'hectare. Je dis 20 000 € l'hectare. Oui, 20 000 €. C'est le prix qu'on m'en propose. Mais je dis, ça vaut pas ça. C'est pas comme ça que j'ai envisagé ma vie. Je suis pas partie dans le centre-ville pour m'acheter au milieu des champs, pour voir les choses virer comme ça, quoi. C'est une génération complète d'agriculteurs, là, qui sont en train de flinguer. Dans 20 ans, on récupérera quoi? Nos enfants, ils auront quoi? Jusqu'ici, la France est un pays qui installe beaucoup encore de jeunes agriculteurs, et c'est tant mieux, et ça doit le rester. Donc l'intérêt stratégique pour le ministre de l'Agriculture aujourd'hui, c'est de garder tous les moyens qui permettent demain d'installer des jeunes agriculteurs. Les gens vont retourner la table. La question, c'est est-ce qu'on les laisse retourner la table uniquement par les extrêmes ou est-ce qu'on offre une possibilité de se révolter de manière positive? On est en train de remarquer de plus en plus de maires ruraux parce qu'on veut porter un changement de méthode. Au fond, tout le monde sait très bien que l'État centralisé ne marche plus.
Il n'y a pas un être humain en France qui pense que la millième réforme de l'éducation nationale, décidée rue de Bellechasse à Paris, va régler nos problèmes sur l'ensemble du territoire. Donc il faut écouter les gens qui savent faire, les territoires, et cette candidature, ça va être un outil de puissance pour qu'on change de méthode. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup pour votre fidélité. Demain, votre rendez-vous matinal, c'est Territoire d'Info. Puis notez-le, la semaine prochaine, à la présentation d'On va plus loin, vous retrouverez Perrine Tarnot. Et puis quant à moi, je vous retrouve une petite semaine plus tard, dès lundi, bien sûr, fidèle au poste. Merci encore, belle fin de soirée à vous. Vos rendez-vous avec Public Sénat. Sacs, chaussures, ceintures. Peu importe les prix exorbitants, les peaux de python font fureur dans les boutiques occidentales. Mais les critiques quant aux conditions de chasse, d'abattage et au salaire dérisoire des petites mains du secteur sont de plus en plus présentes. Les dessous de la mondialisation, samedi à 21h30 sur Public Sénat. Public Sénat, au cœur du débat.